bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 1h, vous avez carte blanche puisque vous composez entièrement le menu de cette émission en abordant tous les sujets qui vous tiennent à cœur au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Justin et Asiba qui revient à l'instant de vacances. Et c'est également Philippe Chartier qui réalise cette émission. Vous pouvez à tout moment réagir à ce que vous entendez à l'antenne sur le site internet europe1.fr ou en envoyant vos messages au 7 10 25 en n'oubliant pas de les commencer par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Didier. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Alors vous êtes actuellement dans une période de rupture amoureuse. Oui. Et vous vous posez des questions. Vous vous demandez si vous n'allez pas renouer avec votre première relation. Exactement. Avec laquelle vous avez vécu 12 ans. Oui. Pourtant, vous étiez parti parce que cette relation vous étouffait. Oui, tout à fait. Si je résume un petit peu la première relation qui a duré 12 ans, j'ai connu, on va dire, 11 ans et demi de bonheur, avec beaucoup de partage, beaucoup de voyages, de découvertes, de sport, en commun, de choses vraiment qui m'ont nourri et qui m'ont permis de me développer très très rapidement et de manière très très joyeuse, on va dire. Je me suis senti étouffé à la fin parce que la compagne avec qui j'étais avait un fort caractère. Je pense qu'elle l'a toujours d'ailleurs. Elle avait tendance à tout contrôler à la fois dans sa vie professionnelle et dans sa vie privée, donc de même à me contrôler moi-même, ce qui m'amenait, je pense, à limiter un petit peu mes libertés. Je prendrai simplement un exemple. Elle souhaitait, à chaque fois très souvent quand je sortais tout seul, voir des amis ou faire des courses, elle souhaitait savoir à quelle heure j'allais rentrer parce que, bon, voilà, peut-être que ça l'inquiétait de savoir si j'allais rentrer à 21h ou à 22h. Et effectivement, ça est devenu insupportable, sachant que elle ne faisait ça qu'à la fin de votre... Enfin, c'est à la fin, c'est-à-dire vous avez mis un terme en partant, mais elle n'était pas comme ça dans les premières années de votre relation. Non, pas dans les premières années. C'est vrai que c'est peut-être au bout de 8 ou 9 ans qu'elle est devenue assez soucieuse de ma santé. J'ai eu quelques problèmes professionnels qui m'ont amené à on va dire à être dans des situations professionnelles difficiles, donc être parfois dans des situations un peu de dépression. Et effectivement, elle m'a aidé, elle m'a complètement remonté, elle m'a compris, elle m'a écouté, elle m'a soulagé, elle m'a aidé. Et peut-être qu'effectivement, à partir de la 8e, 9e année de cette relation, elle m'a, elle a essayé de m'aider encore plus en essayant de contrôler. Enfin, j'ai un peu de mal à expliquer parce que cette relation, en fait, c'est fini il y a 4 ans. Et donc, je suis parti de moi-même en expliquant à cette compagne pourquoi je partais, ce que j'essaie de lui expliquer. Oui, c'est-à-dire ce que vous viviez comme un contrôle et qu'il était pour vous, c'est peut-être parce qu'elle se faisait du souci pour vous, vous semblez dire, avec le recul. Oui, tout à fait. Oui, c'était pas un manque de confiance de sa part, parce que sinon cela aurait existé, on peut penser, dès le début de votre relation. Si ça avait été de la jalousie, contrôler vos heures de sortie et autres, on aurait pu penser que ça se serait mis en place beaucoup plus tôt. Oui, tout à fait. Avec néanmoins en arrière-plan, je pense, ce côté qu'elle avait et qu'elle a toujours, de tout contrôler, de s'assurer que tout fonctionne bien. Oui. Pour elle, pour moi, pour son travail. Oui.
Voilà. Donc d'autant plus quand elle est angoissée, certainement. Voilà. Ça doit s'accentuer. Quand tout va bien, ça va. Elle a déjà ce tempérament-là, mais alors en plus, s'il y a un grain de sable dans les rouages. Voilà. Sachant que je suis moi-même par essence très angoissé, donc le fait d'être contrôlé, d'être surveillé, ça m'a mis très mal à l'aise. Et donc à 37 ans, je me suis dit, pour grandir un peu, pour devenir adulte, pour devenir un peu autonome, il vaut peut-être mieux que je parte. Oui. Et j'ai coupé les ponts. Je me suis séparé dans de très bonnes conditions. Je lui ai expliqué le jour où je suis parti pourquoi je partais. Au bout de 3 ou 4 mois, j'ai quitté l'appartement que nous avions ensemble. Au bout de 6 mois, j'ai quitté la région parisienne, parce que nous étions en région parisienne, pour partir en région lyonnaise. Et quelques mois après, j'ai connu une relation d'1 an et demi avec une deuxième compagne où peut-être certaines choses se sont reproduites, à savoir que cette compagne qui était plus jeune que moi, 12 ans de moins que moi, avait, je m'en suis rendu compte un petit peu après, avait une histoire personnelle par rapport à sa mère qui était assez lourde, qu'elle a dû essayer de régler pendant notre histoire de couple à nous. Et finalement, ce qui au début était une passion, quelque chose d'extraordinaire, je n'avais jamais connu auparavant d'ailleurs, s'est transformé en une relation un peu plus stable, où on apprend à se connaître, on vit ensemble, on voit les défauts, les qualités des uns et des autres. Et puis, sur la fin, cette relation est devenue complètement toxique, à savoir que elle m'est apparue, je l'ai perçue en tout cas, cette femme beaucoup plus manipulatrice que je le pensais au début, et elle a essayé de me couper de mon monde, ou en tout cas de me couper de mes amis. Moi, je suis quelqu'un, disons, très sociable, j'aime bien faire pas mal d'activités en dehors de mon travail, de la vie de couple. Et comme elle a ce côté exclusif, elle a préféré, je pense, que je sois à ses côtés, que je ne sorte pas avec mes amis, que je ne m'occupe pas de certaines associations dans lesquelles j'étais impliqué, pour être 100% avec elle. Et par amour, parce que j'étais complètement amoureux de cette personne, j'ai accepté, et là, je me suis perdu. Je me suis perdu, c'est-à-dire que je me suis retrouvé un petit peu comme un enfant qu'on punit, qu'on met au coin de la classe. Je me suis retrouvé seul, face à moi-même. Et j'étais coupé de mon monde qui me plaisait, c'est-à-dire un monde où on rencontre des gens, on se nourrit des gens. Et là, c'est devenu absolument insupportable, avec dépression. Professionnellement, ça se passait pas très bien non plus. Donc j'ai fait un burn-out professionnel, doublé d'une dépression liée à des problèmes de couple. Et ça a été très très difficile pour moi. Oui, c'est intéressant parce que dans les deux cas, les deux femmes là grignotent votre espace vital. Et oui, je pense comme si vous n'arrivez pas à réagir, à fixer des limites. Tout à fait. On voit vous partez justement parce que vous dites j'ai besoin de grandir, d'avoir de l'autonomie, et cette femme qui voulait tout contrôler, y compris vous, c'était insupportable. Et puis vous retombez dans les bras d'une autre qui, ses bras, ça devient un étau autour de vous. Alors c'est le problème quand on est amoureux, on accepte parfois des choses qui ne sont pas acceptables. Mais vous sortiez d'une relation dans laquelle déjà vous étouffiez. Donc il y avait des signes qui auraient pu qui auraient pu vous mettre en alerte et vous replonger dans une histoire comme celle-là. C'est intéressant quand même. Et là, vous êtes prêt, au fond, alors que cette deuxième histoire est terminée, vous hésitez, mais vous dites pourquoi pas renouer avec cette première histoire. Alors, est-ce qu'elle a fondamentalement changé? Vous m'avez dit d'ailleurs vous-même, votre première compagne, vous l'avez dit, vous dites au fond, sa personnalité, elle est ce qu'elle est. Exactement. Alors, 4 ans se sont passés entre la première relation et la fin de la première relation et aujourd'hui. Oui.
J'ai évolué, j'ai C'est à la fait... fois beaucoup et peu. Hein. Pardon ? C'est beaucoup et peu. Oui, à l'échelle d'une vie, oui. À l'échelle d'une vie, c'est rien. Oui, c'est vrai. En revanche, par rapport aux difficultés que j'ai connues avec ma dernière compagne, le burn-out professionnel, les difficultés de couple qui se sont présentées il y a un an et demi, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai été accompagné par une structure, on va dire, hôpital de jour. Je suis depuis 5-6 ans en psychothérapie, donc j'ai avancé sur un certain nombre de choses. Et je pense aujourd'hui que, j'ai reproduit dans la deuxième relation, j'ai connu des choses effectivement qui peuvent s'apparenter à la première relation, sachant que la différence pour moi principale, c'est que dans la deuxième relation, la personne était très manipulatrice, était exclusive et quelque part m'a détruit parce que je me suis reconstruit, en tout cas j'essaie de me reconstruire. Oui, donc elle ne vous a pas heureusement détruit totalement, puisque vous vous reconstruisez. Oui, mais grandement. Oui, grandement. En tout cas, vous voulez dire que votre première compagne n'était pas manipulatrice, elle ? Pas du tout, pas du tout. Et elle m'a apporté beaucoup de réconfort quand je n'étais pas bien. Elle m'a fait comprendre que j'avais de la valeur. Elle m'a soutenu d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel. J'ai partagé énormément d'activités communes. On a eu l'occasion de voyager pas mal de par le monde. Mais alors, est-ce qu'elle serait... elle est libre actuellement ? Vous vous revoyez ? Concrètement ? Oui. C'est une question que je me pose. J'ai eu quelques bribes d'informations de par certains amis qui prouveraient qu'a priori elle serait libre. Et c'est vrai que l'idée que j'ai, et qui est peut-être une idée farfelue, mais bon, je me lance, c'est de bientôt la revoir pour lui exposer un petit peu ma situation, dire voilà, il y a 4 ans, on s'est séparés pour telle et telle raison. Et j'envisage de renouer cette relation, de repartir sur de meilleures bases avec elle. Oui, enfin, en tout cas, de tenter de la reséduire, parce qu'il faut être deux pour cela. Hein, vous envisagez de renouer, vous ne pouvez pas renouer seul. En 4 ans, il peut aussi s'être passé beaucoup de choses de son côté, après tout. Oui, c'est exact, oui, je suis tout à fait d'accord. Disons que je suis dans une dynamique de reconquête ou de reséduction, pour peu que le mot existe. Et je me base en fait sur beaucoup de moments de bonheur qu'on a connus ensemble. Oui, sur une nostalgie. Oui. C'est peut-être ça qu'il faut voir avec votre puisque vous êtes en thérapie, donc il faut peut-être voir là où vous en êtes en ce moment, parce que vous avez rompu il y a combien de temps avec cette deuxième femme ? Il y a 1 an et demi. Ah oui, d'accord. Oui, je pensais que c'était plus récent. D'accord. Donc depuis 1 an et demi, vous êtes seul ? Oui, j'ai eu des aventures plus ou moins longues. D'accord. De 3 semaines maximum d'ailleurs. Oui. Vous avez du mal à être seul, hein, semble-t-il. Oui, exactement. Oui. Tout à fait exact. Oui. C'est tout à fait exact parce que je pense que je me construis mieux avec l'autre et avec les autres. C'est-à-dire que l'autre... En êtes-vous si sûr ? Pardon ? En êtes-vous si sûr ? Parce qu'en même temps, quand l'autre est là, vous révoltez contre ce qu'elle vous oppose. Et d'ailleurs, peut-être à juste titre, hein, de façon tout à fait légitime. Mais à un moment, vous recherchez la présence d'une femme à vos côtés. Mais au fond, les femmes que vous choisissez, elles ont certainement des caractéristiques communes. Oui, et elles ont aussi comme caractéristique un caractère très fort, une certaine stature, une certaine position dans la société qui fait que ces femmes-là, je les admire. Oui. Je les idolâtre peut-être, je ne sais pas. Et que je me trompe effectivement peut-être de personnes et de compagnes.
Et oui, mais parfois après les idoles, on les brûle. Oui, et puis soi-même, on se brûle. Mm. Et effectivement, ça entraîne parfois beaucoup de douleur, beaucoup de remise en cause et une difficulté à être soi-même, à être autonome et à vivre en couple quand on est en couple et à vivre seul quand on est seul, effectivement. C'est une difficulté pour moi de vivre seul. C'est tout à fait exact. Non, parce que si vous voulez, c'est important de comprendre parce que il y a des deuxièmes unions avec la même personne qui se passent bien, hein, parce qu'elles gagnent en maturité. C'est-à-dire que les deux ont compris, ont avancé, ont compris la raison de leur échec la première fois. Donc on fait un cheminement personnel ou ensemble. Donc pourquoi pas, vous voyez, mais c'est vrai que je parlais tout à l'heure de nostalgie parce que vous disiez il y a ces images de bonheur, un petit peu du paradis perdu vers lequel vous souhaitez retourner. Et c'est normal quand on est dans une période de sa vie un peu dans le flou, on a du mal à se projeter dans l'avenir, on a tendance à se retourner vers le passé et surtout quand ce passé a été agréable et à oublier les moments un peu plus difficiles. Mais après, vous risquez de vous heurter aux mêmes difficultés. Je pense que par rapport à ça, il est important pour moi effectivement de repréciser avec la première compagne ce qui s'est passé, les bons moments passés ensemble, les moments plus difficiles, et de peut-être d'expliquer, notamment à la fin de la relation, ce qui aurait pu être fait pour éviter cette séparation, ce qui a manqué pour que le couple dure et se développe, et que, en fonction finalement de la motivation de l'un et de l'autre, ou de la non-motivation de l'un ou de l'autre, de voir si effectivement il y a possibilité ou intérêt de reprendre cette histoire de couple. Parce que moi, quand j'ai quitté la première compagne, je lui ai dit, et j'ai dit même à l'ensemble de mes amis et de mes parents, de mes proches, que pour moi, je venais de finir d'écrire un chapitre d'un livre et que je passais à un autre chapitre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression... Vous voulez peaufiner le premier ? Pardon ? Vous voulez un peu peaufiner le premier chapitre ? Oui, de reprendre le livre, de réouvrir et d'écrire un autre chapitre, mais dans la continuité, avec des améliorations. Oui. Avec effectivement le risque de toute façon que peut-être qu'elle est passée... Exactement, il y a cela et puis je vous dis, même si elle est libre, alors après vous avez vous travaillé, réfléchi et vous pouvez continuer à le faire sur vous-même. Donc au fond, même si elle de son côté est dans cette problématique un peu de contrôle comme ça, vous pouvez aussi lui résister autrement peut-être. Il y a Georges qui me dit alors, mais est-ce que Didier a des enfants avec ses femmes? Il me dit oui, n'oubliez pas de lui poser la question parce que sinon vous n'allez pas dormir de la nuit, heureusement. Mais heureusement que Sa Majesté est là et veille sur mon sommeil. Sinon c'est vrai, oui, je vous ai pas posé la question. Vous avez eu des enfants avec elle? Alors merci de la question pertinente de Georges. Donc je n'ai pas eu d'enfant. Vous n'avez pas eu d'enfant. Bon. Voilà, Sa Majesté, vous êtes content. Alors il y a le subversif, et ce sera peut-être le mot de la conclusion qui dit oui, le péril de la liberté, de la maturité ou la sûreté amniotique, carrément. Il dit réfléchissez bien, Didier, à ce douteux lien maternel. Alors, il vous renvoie à cette image de figure là où la mère, finalement, derrière la femme, cherchait la mère. Finalement, on le sait. Bon, dans les relations comme ça, amoureuses, on rejoue toujours quelque chose de notre histoire, de nos premières amours, finalement. Ça, vous devez aussi travailler là-dessus en thérapie, je pense. Oui, tout à fait. Sachant que j'avais une question qu'on peut rapidement aborder. Le fait... en thérapie, souvent d'aborder le thème du passé, du présent et du futur et d'essayer, dans la mesure du possible, de vivre à fond les instants présents. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose de très difficile, voire d'utopique à partir du moment où on a passé assez chargé ou en tout cas riche en émotions, tel qu'est le mien?
J'ai pas bien compris votre question de vouloir. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire en thérapie oui. En fait, moi, je pense que lors de ma thérapie entamée il y a 5-6 ans, on aborde souvent le passé qui est chargé. Très souvent le passé, oui, voilà. En thérapie. Voilà. Et finalement, mon thérapeute m'amène à réfléchir beaucoup sur mon présent et sur la nécessité de vivre à fond les instants du présent, à développer le carpe diem. D'accord. Mais finalement, aujourd'hui, je suis encore marqué par le passé et, comme vous le disiez si bien, j'ai beaucoup de nostalgie, de moments de bonheur qui me reviennent et sur lesquels je voudrais peut-être de nouveau investiguer, ou en tout cas, je voudrais connaître de nouveaux moments de bonheur. On le voit à travers cela. Finalement, vous êtes très tourné vers cette femme et ces moments de bonheur que vous avez vécu avec elle. C'est-à-dire que peut-être qu'au fond, dans votre présent, là, c'est un peu compliqué. L'avenir vous angoisse parce que vous ne le connaissez pas, comme nous tous. Donc, au fond, vous vous réfugiez vers ce qui vous paraît du sûr. Vous n'êtes pas le seul. On a tendance à faire tous un peu ça quand c'est se réfugier vers quelque chose de connu, de sécurisant. Tout à fait, d'accord. Et c'est peut-être ce que représente cette femme. Mais parfois, la sécurité, on la paie chèrement. Alors, c'est ça. Il y a la liberté qui est toujours angoissante. On dit la liberté, c'est au prix d'une certaine angoisse. Bon. Et puis, il y a la sécurité, mais où on est bien entravé. Tout à fait, oui. Et oui. Mais bon, vous avez le temps d'y réfléchir. Puis, après tout, si vous voulez quand il vous dit carpe diem, le présent, c'est peut-être aussi, si vous voulez, le principe de réalité. Si vous voulez la recontacter, vous êtes pour le moment dans votre fantasme de dire et si, et si, et si. Peut-être que vous allez vous confronter au principe de réalité. Et de toute elle façon, où elle en est. Oui, exactement. Le principe de réalité va vite se présenter à moi puisque je la vois samedi normalement ou dimanche. Ah, voilà. Vous nous dites, vous nous dites ça. Ah, c'était la cerise sur le gâteau. C'est le... Bon, écoutez, donc vous verrez bien. Tout à fait. Et éventuellement, je vous contacterai. Si vous voulez. C'est avec plaisir, Didier. Je vous dis à bientôt alors. Merci Caroline, bonne soirée. Au revoir. Les filles, à quoi ça sert la bande originale du film Titeuf avec Benabar, vous avez reconnu Francis Cabrel et bien d'autres chanteurs. On va accueillir maintenant Geneviève, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Caroline. Alors vous vouliez, je crois, revenir sur le témoignage de Martine. Tout à fait. Qui est intervenue hier, qui nous parlait des relations difficiles qu'elle a avec sa fille de 21 ans. Alors moi, je me de sa préoccupation. De la fille, voilà, c'est ce que j'expliquais. Excusez-moi, vous m'avez entendu? On vous entend pas très bien. Oui, parce que c'est mon portable. D'accord, mais bon, alors on ne peut pas en changer. Ça y est, je crois, Fifi va faire en sorte de monter un peu le son. Il m'a dit que ça marchait bien. Oui, on vous entend mieux là. D'accord. Je me place plutôt du côté de l'enfant. C'est-à-dire que j'ai eu une maman très angoissée qui, dès ma toute petite enfance, a reconnu des troubles chez moi. Je crois que ça remontait dès la naissance, je pense, parce que j'étais prématurée. Et je ne t'étais pas. Et tout le temps, elle m'a répété, mais tu sais, avec toi, j'ai eu beaucoup de soucis, tu serais morte. Puis, bon, j'ai grandi. Mais toujours, ça, on me l'a rapporté. C'est vraiment pas un souvenir d'enfance. Mais après, j'ai fugué de l'école. J'avais 3-4 ans. Je ne pouvais pas quitter ma mère. C'était vraiment quelque chose... Je ne sais pas, j'étais en insécurité partout. Oui. Et en dehors de ma mère. Et en même temps, avec elle, j'étais mal. Et oui. J'ai fait plusieurs thérapies, donc c'est pourquoi je peux faire peut-être une petite synthèse. Cette maman, je ne lui en veux pas. Il n'y a aucune raison de lui en vouloir. Voilà. Oui, vous parliez de votre mère à vous.
Mais bien sûr. D'accord. Oui, non, parce que d'accord, Et moi, j'étais. en tant qu'enfant, c'est-à-dire, Par moment, je vous perds. Parlez bien, bien dans le combiné. Oui, Oui. là, c'est mieux. Oui, donc, les choses ont évolué dans ma vie jusqu'à l'âge de 20 ans où j'ai voulu me suicider parce que je me cassais la figure beaucoup sur le plan affectif et surtout, sur tous les plans, parce que je fonçais tête baissée, il fallait que je fasse quelque chose. Et je ne voulais pas perdre, je voulais gagner. Donc je ne voulais pas, décevoir non plus. Hein. Les parents faisaient tout pour moi. J'ai poursuivi des études que les frères et sœurs n'ont pas pu faire, etc., etc. Mais j'étais toujours avec le mal de ventre, hein. Toujours avec l'angoisse. Bon, j'ai vécu. Je pense que toutes les expériences ont été sur le plan affectif très, très douloureuses, jusqu'à celle de 21 ans. J'étais avec un homme beaucoup plus âgé que moi parce que il représentait certainement la sécurité. Mais il m'a quittée parce que, bon, il y avait plusieurs paramètres. Et en fait, là, j'ai vraiment eu envie de mourir. Mais heureusement, j'ai toujours été repêchée. Hein. Bon, par ma sœur notamment à l'époque. Et ma maman, je ne voulais surtout plus la voir. Quand on m'a dit tu vas retourner à la maison, je dis ah non, surtout pas. Donc je pense que effectivement, il est sain, complètement sain de dire non à quelque chose qui vous fait mal, même si c'est votre propre mère, si c'est la relation avec votre propre mère. Mais je croyais que c'était résolu. Et en fait, lorsque moi-même je suis devenue maman, tout a ressurgi parce qu'elle était la grand-mère et quelque part, je ne sais pas ce qu'elle revivait, mais en tout cas, elle me bouffait. C'est comme si elle revivait ses angoisses peut-être avec ses jeunes enfants, je ne sais pas. Hein, Et vous peut-être aussi, en devenant Et alors, aussi oui. mère. Alors là, hein. ça a été très, très douloureux. Là, j'ai entamé une thérapie très profondément. Ça réveillait aussi l'enfant que vous aviez été. Enfin, vous dites les conditions même de votre naissance, où au fond vous ne t'étiez pas, où à ce moment-là, votre mère vous disait que elle avait peur que vous mouriez. Donc ça a dû réveiller beaucoup d'angoisse, effectivement, de peur chez elle. Et puis vous, peut-être inconsciemment, des choses de cette naissance un peu problématique, des angoisses qu'elle avait par rapport à vous. Oui, c'est très curieux ce que vous me dites parce que vous comprenez très vite, parce qu'on passe les détails. Mais lorsque ma première fille est née, je l'ai allaitée, j'ai voulu l'allaiter. Et en fait, c'était un petit bébé, 2,6 kg. Et je venais d'enterrer ma belle-mère, donc c'était tout un contexte aussi pas très sympa. Et j'ai eu ma mère et ma sœur sur mon dos en me disant « Daniel, tu n'as pas de lait. Il faut que tu arrêtes. Ta grand-mère n'avait pas de lait. » Et d'un seul coup, j'ai arrêté. C'était du harcèlement. Et mon mari me disait, mais il faut que tu écoutes ta maman, il faut que tu l'écoutes. Mais c'était une horreur. Pour ma fille, ça a été certainement très violent, et pour moi aussi. Hein. Je pense que avec ma fille aînée, il y a des relations violentes, mais je crois que ça vient de là. Il y a eu une séparation enfant qui a été très violente. Bref, je ne sais plus de quoi on parlait. Alors finalement, quelles sont vos relations aujourd'hui, peut-être avec votre fille ou avec vous? Comment où en êtes-vous avec votre mère? Comment avez-vous trouvé une forme d'apaisement dans la relation avec votre mère? Eh bien, maman est décédée. Hein. Oui. Mon papa d'abord. Mais est-ce que vous avez pu trouver une forme d'apaisement ou non? Ou est-ce que c'est son décès qui vous a... Non, vous n'avez pas trouvé... même avec la thérapie, même avec... Oui, j'ai retrouvé quelque chose, mais sur le coup du décès de maman, j'ai essayé de... j'étais évidemment ébranlée et je crois que mon conjoint n'a rien compris. Donc là, je me suis retrouvée seule face à moi-même, à mes émotions, je
et puis un besoin immense de renouer avec ma famille, maternelle et paternelle. Et avec mes propres enfants, elles étaient très agressives avec moi parce qu'elles sont très du côté du papa. Parce qu'elles ont vu leur mère malade, dépressive, je veux dire. Donc avec des traitements, tout ça, une maman pas normale, quoi. Ce que je disais de ma mère. Hein. Donc j'ai un peu reproduit le même schéma, effectivement. Hein. Et par contre, là, maintenant, c'est transformé. Mais comme je disais, hein, j'ai 58 ans. J'ai eu mes enfants à 35 ans et 40 ans. J'ai mis du temps. Parce qu'en fait, je me disais, je ne veux pas reproduire la même chose que ma mère. Parce que suite aux thérapies, j'avais complètement compris que inconsciemment, je pouvais reproduire la même chose que ma mère ou mes parents. Et puis un jour, j'ai dit, moi, je veux construire une famille. Voilà, l'espoir est venu. Je ne sais pas comment. Et j'ai sans doute repris beaucoup confiance en moi. Hein, les relations aventureuses, les aventures du lendemain, j'ai dit stop. Stop. J'ai mis 10 ans peut-être, hein, où il n'y a plus aucune relation fugitive, hein, comment on dit, sans lendemain. Parce que la seule façon pour moi de survivre, c'était ça. Parce que toutes les aventures qui duraient, elles étaient douloureuses. Aujourd'hui, est-ce que vous allez mieux, demande Prune? Est-ce que vous, sur un plan plus personnel, finalement, vous avez pu trouver une forme par rapport à votre histoire? Oui. Tout à fait. Bon, c'est vrai que j'ai créé une famille, je me suis mariée. Oui. Maintenant, je suis sur le point de divorcer. Donc, je me retrouve encore plus. C'est pourquoi je vous parle, en fait, parce que je crois que jusqu'à présent, j'aurais jamais pu. J'étais trop dans le regard de l'autre. Le regard de mon conjoint, prendre emprise sur moi. Donc, mais ce qui était intéressant, hier, ce qui était intéressant dans le témoignage de Martine et c'est que Martine, justement, vous parlez du regard de l'autre. C'était le regard que Martine portait sur sa fille depuis le début, finalement, et dont elle, par moments, n'avait pas conscience, parce que quand je lui disais, au fond, qu'il fallait peut-être que ça serait important qu'elle parle elle-même de ses peurs, de ses angoisses. Elle me disait, mais non, je suis très occupée, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps, donc non, je ne projette pas mes peurs. Or, en fait, il y avait beaucoup d'angoisse, puisque dès le début, elle disait, j'ai eu le sentiment que ma fille était plusieurs, finalement, attendant qu'on porte un diagnostic sur sa fille, là où finalement d'autres parents auraient été rassurés qu'on dise, non, votre fille, écoutez, oui, a des difficultés dans sa vie, il y a des conduites addictives, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être dans le déni par rapport aux conduites addictives, la consommation de cannabis, la consommation d'alcool, les deux cumulés, effectivement, c'est problématique. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va poser un diagnostic et trouver une pathologie. C'est-à-dire on peut être dans une conduite addictive sans être malade. Et là où d'autres parents pourraient être rassurés en disant, bon, on a un enfant qui est dans des difficultés, qui a besoin d'aide, mais qui n'est pas malade. Effectivement, c'était troublant d'entendre Martine dire, au fond, ces psys, ils font pas l'affaire parce qu'ils ne trouvent pas de diagnostic. D'accord. Et ça posait quand même question. Et d'ailleurs, j'avais une dame qui m'avait laissé un message sur le répondeur, je la salue si elle est à l'écoute, qui disait peut-être qu'il y aurait des choses à faire dans l'interaction quand même, dans ce jeu complexe qui se joue comme souvent dans un enfant. Et ça rejoint un peu ce que vous dites, vous, dans votre témoignage, Geneviève, dans les thérapies familiales. À ce moment-là, quand il y a des choses comme ça qui n'évoluent pas, c'est vrai qu'une thérapie familiale peut-être permettre de travailler sur tout ce qui se joue au niveau de la relation parent-enfant, en permettant de dépasser aussi la culpabilité, parce qu'il s'agit pas, c'est pas parce que son enfant à un moment est en souffrance, est en difficulté, qu'il faut s'accabler, s'accuser de tous les maux et se dire qu'on a failli quelque part. C'est souvent plus complexe que cela, parce que votre histoire nous le dit aussi. C'est très imbriqué, les relations comme ça, parent-enfant. Il faut les étudier sur souvent plusieurs générations. C'est génial ce que vous dites, parce que en fait,
Je suis passée également par des périodes alcoolisation, on va dire, hein, parce que c'était très difficile avec mes enfants et mon mari. Mon mari ne comprenait pas la relation que je pouvais avoir avec mes enfants. C'est-à-dire que pour ne pas reproduire la même chose que ma mère, je me suis éloignée de mes enfants. Je ne voulais pas avoir d'emprise sur elles. Parce que moi, on a toujours dirigé ma vie. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Je voulais être esthéticienne, certainement pas. Tu vaux mieux. J'ai été éducatrice, je ne regrette rien, hein, mais c'était pas mon désir. Et toute ma vie professionnelle en a souffert. Donc pour mes enfants, je me suis éloignée. J'ai laissé mon mari seul à bord. Hein, donc maintenant, je me sens exclue, effectivement, donc on va se séparer. Mais je crois qu'elles m'aiment beaucoup, mais elles ne comprennent pas. Elles pensent que leur maman est quelqu'un de différent. Quelqu'un qui n'est pas comme les autres mamans. Mais moi, j'ai assumé, mon mari a demandé une thérapie. Oui. On a fait une thérapie familiale. Hein, et puis, il a voulu un diagnostic parce que j'ai voulu me suicider, même avec mes enfants. Et on a diagnostiqué la bipolarité. Comme vous disiez, la bipolarité, ça peut se soigner. Moi, j'ai un thérapeute vraiment qui me soigne, qui me stabilise. Hein, ça fait plusieurs années. Donc, je ne retombe plus dans les excès. Et j'analyse, je vis dans le présent. Voilà, je voudrais dire, hein, par rapport à la personne qui Mais vient de écoutez, passer c'est l'important et c'est ce que dit Prune. Il s'agit maintenant d'être un bon compagnon pour vous-même et il me reste à vous souhaiter une bonne route, Geneviève. Merci beaucoup en tout cas d'avoir réagi au témoignage de Martine hier. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir Martine. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais vous dire que donc le problème là que j'ai, je travaille dans une crèche depuis très longtemps. Oui. Et j'ai une collègue qui a fait subir des violences morales et physiques oui. à tous les enfants devant nous. Par contre, quand la directrice venait dans la pièce, elle faisait tout le contraire, quoi. Elle cachait, quoi, en fin de compte. Et dès que la directrice repartait, elle recommençait ses violences. Quel type de violence? Eh bien, écoutez, des violences physiques, c'est-à-dire les bébés, elle les forçait à manger alors qu'ils n'avaient pas faim. Elle leur enfonçait la cuillère avec de la nourriture. Après, ils vomissaient. Elle les secouait. Elle les jetait un peu dans leur lit en criant. Vous voyez, des choses comme ça. Oui. Et puis des enfants plus grands, eh bien, elle les punissait vraiment avec beaucoup de haine, beaucoup d'autorité, avec une voix très dure, quoi, si vous voulez. Oui. Avec des mots très durs. Donc moi, j'étais témoin de tout ça. Avec d'autres auxiliaires Pas trop, justement. Pas trop. J'en ai parlé avec mes collègues. Elles me disent, oh non, tu exagères, etc. Donc, je me suis retrouvée un peu toute seule avec ce problème-là. C'est-à-dire que vos collègues minimisent les faits? Elles veulent pas... elles ont peur. Elles ont peur des représailles. Oui, c'est-à-dire que vous allez bientôt être à la retraite aussi. Voilà. Et moi, je ne me sens pas la conscience tranquille de partir en retraite alors que cette collègue n'aura jamais été sanctionnée. Et je n'ai pas réussi, parce que ce n'est pas mon genre, à la dénoncer, si vous voulez, auprès des directrices. Pourtant, il faut signaler, hein. C'est pas acceptable des comportements. Alors même si elle est justement, souvent la collectivité
permet d'éviter, on peut penser, les parents, ça rassure beaucoup de parents de se dire qu'en collectivité, il y a le fait d'être qu'il y ait plusieurs, qu'il y ait une équipe permet d'éviter des maltraitances sur les enfants, alors que parfois avec une nourrice individuelle, surtout un enfant petit, peut être victime de maltraitance, mais on voit bien que ça peut exister, ça peut passer à travers les mailles du filet. Donc on ne peut pas laisser tels comportements. J'étais jeune à l'époque et puis. Mais ça fait longtemps que cette personne, travaille au sein de la crèche. Elle va bientôt partir aussi. Ouais. Et donc. Oui, mais ça me surprend pas. Hein. J'ai travaillé dans des crèches et effectivement. On voit des comportements plus que limites, où il a fallu parfois comme ça faire des signalements. Oui. Et donc je me retrouve seule, si vous voulez, face à ce problème. Donc je ne sais pas du tout comment faire. Vous ne pourriez pas déjà en parler au médecin de la crèche? Il y a un médecin. Oui. Il y a eu un médecin, là, il est parti en retraite. Il y a une autre dame qui ne connaît pas du tout la crèche et qui vient juste d'arriver. Moi, je vais bien lui en parler si elle est toute nouvelle. Hein. Peut-être qu'elle pourrait me conseiller. Déjà, le médecin, lui, est un intervenant quand même extérieur. Oui. Et lui faire part de ce que vous constatez. Que j'ai constaté. Oui, de ce que vous avez constaté. De toute façon, elle est tenue au secret, Enfin, d'accord. Je veux dire au secret. Il s'agit par rapport à ce que vous lui dites dans un premier temps. Tout à fait, oui. Dans un premier temps, elle est tenue au secret par rapport à vous. Elle va pas aller vous mettre en difficulté par rapport à l'équipe. C'est ce que je veux dire. D'accord. Voilà. Donc, mais vous pouvez la rencontrer et lui dire voilà ce que je constate au sein de l'équipe, et elle pourra vous conseiller dans ce qu'il est possible de faire. Parce que c'est une crèche municipale. Une crèche qui fait partie du conseil général. D'accord, parce que le signalement serait à faire à ce niveau-là. Oui. Mais si vous voulez, je me sens vraiment seule. Oui, vous vous sentez isolée, c'est pour ça que... Et j'ai très très peur que ça me retombe dessus. Mais je comprends. Voilà. Je comprends. Mais si vous voulez, dans cette crèche, est-ce qu'il y a des intervenants type donc le médecin? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un psychologue? Non, il n'y a pas de psychologue. Il n'y a pas de psychologue. Il y a un éducateur? C'est moi. Ah, je suis éducatrice de jeunes enfants. Et sinon, ce sont des auxiliaires. D'accord. Et les directrices sont toujours... Parce que j'ai eu énormément de directrices. Et je suis sûre qu'elles savaient, mais elles n'ont jamais rien dit. Oui, parce que j'allais dire, normalement, ça relève... c'est même pas normalement, ça relève de la responsabilité de la directrice. Exactement, c'est pour ça que je n'ai jamais rien dit. C'est à la directrice de voir. C'est son rôle. Alors, en même temps, c'est évident que cette personne n'a pas ces agissements-là en présence de la directrice. Exactement, tout à fait. Mais enfin... Tout à fait. Mais enfin, on ressent quand même les choses, Même si on voit pas... C'est-à-dire que vous êtes présente, Dans les pièces, oui. Ça dépend, Il y a des personnes, pas forcément, on ne ressent pas forcément. Vous êtes présente, vous êtes là. La directrice, son bureau est à l'extérieur, des salles. Oui. Il y a des personnes qui ont une forme de perversité qui et sont alors, pas dès du que la tout. directrice repart de la pièce, elle est tout à fait son comportement change carrément. Donc les directrices ne voient pas pratiquement rien, si vous voulez. Dès que la directrice est partie, elle recommence. Donc vous n'envisagez pas d'en parler à la directrice. Vous pensez que la directrice fermerait volontairement les yeux? C'est pour ça que vous avez du mal à lui en parler? Oui, tout à fait, oui. J'ai peur que ça retombe sur moi. Et si c'était pas le cas? Si au fond la directrice n'était pas consciente du problème? Mais écoutez, j'ai eu 10 directrices en 35 ans. 10. Oui. Donc la nouvelle, là, vient d'arriver. Oui. Et c'est vrai que l'ancienne l'a reprise quand même plusieurs fois au bureau pour lui dire... elle s'en est aperçue. La nouvelle? Non, l'ancienne. L'avant-dernière. Oui. Et je sais qu'elle a été... cette collègue a été plus ou moins
appelé au bureau. Oui. Car cette directrice-là ne voulait absolument pas qu'on fasse de quoi que ce soit aux enfants, si vous voulez, comme mal, si vous voulez. Donc, elle a été reprise plusieurs fois et s'est calmée, là. Ah, mais c'est pas admissible. De toute façon, je vais dire, c'est pas admissible. Et avec la nouvelle, comment ça se passe? Écoutez, moi, avec elle, ça se passe pas très bien. C'est pour ça que j'ai pas envie non plus. Ah, c'est sur un plan personnel. Oui. Ouais, quel dommage. Je sais que il aurait fallu intervenir quand il y avait l'ancienne qui l'avait repris. Pourquoi? Tout à fait, oui, c'est dommage. Oui, c'était au moment quand elle l'avait remarqué et la remettait, parce que c'est à ce moment-là qu'il aurait vraiment fallu enfoncer le clou en disant oui, je suis témoin. J'ai eu tort, je regrette beaucoup. Bon, en même temps, c'est compliqué, c'est très compliqué, hein, les signalements. Par contre, il y a un parent qui pourrait être témoin. Des parents? Oui. Un parent d'une petite fille qui a des problèmes, qui a eu des gros problèmes avec cette collègue. C'est-à-dire que vous vous sentez isolé? Oui, mais il y a un parent. Mais tout ça, vous pouvez le dire. Parlez-en au médecin de la crèche. Oui. Et dites-lui à ce moment-là qu'il y a un parent qui a été témoin. Dont la fille, dont l'enfant a été victime. Et qui s'est plaint. Et qui s'est plaint auprès de la directrice? Tout à fait. Oui. Et moi, j'étais témoin de ça. Parce que, si vous voulez, si jamais il n'y avait pas de suite donnée à cela, vous pouvez, à ce moment-là, demander le soutien des parents. Je vous assure que si quand même les parents apprennent qu'il y a une auxiliaire de puéricultrice qui a ce type de comportement, je pense qu'il y a des parents qui vont vous soutenir, hein. Oui. Alors, il y en a qui peuvent être dans le déni, qui peuvent dire, voyez, là, qui la violence fait peur. Puis il y en a d'autres qui vont dire, c'est quand même l'éducatrice de jeunes enfants qui alerte en disant qu'il y aurait des violences sur les enfants. Oui. Voyez? Et à ce moment-là, des parents prendraient l'initiative en disant, on demande à ce qu'il y ait une enquête sur cette personne. Mmh. Oui. Mmh. Le problème, c'est vrai que parfois, on sait dans les crèches, moi, je vois, pour avoir eu des entretiens, on voit dans les jeunes femmes auxiliaires de puéricultrices, derrière le côté l'amour des enfants et autres, on retrouve parfois des parcours de vie extrêmement chaotiques, extrêmement cabossés. Hein. Vous savez, je sais pourquoi elle a été comme ça. Hein. Oui, mais ça n'excuse pas. Non. Exactement. Mais c'est vrai que derrière cette image de j'aime, on voit dans les alors c'est un peu anxiogène effectivement ce que je dis, mais derrière la profession, j'embrasse cette profession parce que qu'est-ce que j'aime les enfants. Oui. Il y a parfois des motivations beaucoup plus complexes et des parcours de vie plus complexes, une difficulté vraiment relationnelle avec instaurer des liens avec les adultes, et puis des enfances très 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 perturbées, une volonté de réparer au départ, hein, tout à fait réelle, consciente de réparer, mais en fait parfois malheureusement, pour la majeure partie des cas, ça se passe bien, mais il peut y avoir des traumas tellement grands qu'il peut y avoir de la maltraitance. Comme il y en a parfois chez les nourrices en individuel. Mais dans tous les cas, il faut le signaler. Vous pensez qu'il faut que j'aille jusqu'au bout? Ah, il faut aller jusqu'au bout. C'est trop grave. Ah ben attendez, la maltraitance, le pire, déjà c'est insupportable, mais alors répéter tous les jours comme ça, là on est dans des dégâts irréversibles. Hein. Oui. Là, ce que vous décrivez, la nourriture ingurgitée, les bébés secoués et tout, non mais attendez, vous vous rendez compte de la gravité? Ah non, là on peut pas. Là, le silence est coupable. Hein. Là, il faut aller jusqu'au bout. C'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est vrai. Il n'est jamais trop tard. Écoutez, on va, je crois. Attendez, on passe un court morceau de musique parce que je voudrais qu'on rappelle. On va rappeler Anna. Oui.
On va appeler Anna qui est éducatrice. Oui. Et je voudrais bien qu'elle intervienne. On va passer. Je vais vous lire quelques messages qui arrivent. Qui dit que c'est Karine des Yvelines qui dit si jamais l'affaire éclatait, vous pourriez peut-être avoir des soucis en n'ayant rien dit. Bon. En même temps, vous ne seriez, c'est pas ça, je crois l'argument. Vous ne seriez pas la seule, hein, mais il y a Patricia qui dit c'est votre devoir aussi d'agir, hein, parce que c'est quand on a quand on est informé comme ça qu'il y a de la maltraitance, il faut signaler. C'est-à-dire qu'après il y a une enquête. Hein, c'est pas vous. Mais comment, oui, mais j'arrive pas à voir comment ils peuvent enquêter sur tous les faits passés. Tous les faits passés, ils vont pas pouvoir remonter sur tout ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire que c'est compliqué parce qu'effectivement, ce que vous décrivez est très difficile dans la mesure où il n'y a pas de coup. Il n'y a pas visiblement de marque, voilà, de traces de coup. Voilà. Hein, donc on est dans des propos. Oui. De haine, et on est les bébés secoués, ça peut être très violent. Il y a des bébés qui en meurent. Il aurait pu y avoir des accidents, hein. Ah ben comment? Oui. Il y a des bébés qui en meurent, hein. Ah oui. Bon, s'ils sont secoués trop fortement. Oui. Mais la violence de faire de forcer un bébé à manger est insupportable. Non, mais c'est même. Bon. Il n'y a même pas que le repas, il y a tout. Enfin, je veux dire, forcer un bébé au point qu'il en vomisse sa nourriture. Oui. Bon, enfin, oui, non, mais la palette est large, on va pas la décrire parce que le sadisme n'a pas de limite. Oui. Mais je veux dire, ça ne laisse pas forcément de traces. Donc c'est vrai que malheureusement, il faut des témoins. D'accord. Donc il peut y avoir le parent de l'enfant, il peut y avoir vous, et il peut y avoir. Enfin, je veux dire, mais il faut de toute façon signaler. Après, je veux dire, ils enquêtent, tant pis, c'est à eux, ils convoquent cette personne. D'accord. Vous avez fait au moins ce qu'il y avait à faire, et au moins elle sait qu'elle est surveillée, et tout au moins, même si ça suit pas, elle sait qu'elle est surveillée, qu'il n'y a pas d'agissement sur elle. On va continuer avec Anna après le journal de minuit. Restez avec nous, hein, Martine. Continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 10 25 en commençant vos messages par le mot nuit. Nous sommes en compagnie de Martine. Alors Martine, vous travaillez dans une crèche. Vous avez une de vos collègues qui fait subir des violences aux enfants, des violences physiques et morales. Et vous allez bientôt partir à la retraite et vous vous sentez mal de partir en laissant cette collègue continuer à agir de la sorte. Donc vous vous demandez comment réagir, comment agir surtout. Oui. Et nous avons Anna qui est avec nous. Bonsoir Anna. Allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes éducatrice de formation. Oui, comment dire? Oui, je suis oui, tout à fait éducatrice spécialisée. Donc comme Martine en fait. Moi, je suis éducatrice de jeunes enfants. D'accord. C'est encore. Alors Martine, vous allez me pardonner Martine, parce que je vais être un peu en colère contre vous. Oui. Hein, je vais être un petit peu en colère contre vous. Je veux pas vous juger aucunement, hein, parce que l'humain, voilà. Mais quand même, je me permets de vous dire, oui, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai travaillé avec des enfants. J'ai travaillé avec plusieurs, comment dire,
j'aime pas trop ce terme, mais plusieurs populations. Oui. Hein, des enfants de... Tout milieu écoutez, pas des bébés, non, pas des enfants bébés, oui. mais de 8 ans qui ont été violés par leurs parents, enfin, etc. Ensuite, avec le handicap. Bien sûr. Ensuite, avec les demandeurs d'asile, etc. J'ai un parcours, mais pas les petits. Non, pas les petits. Non. Voilà. Mais, Martine, vous allez m'excuser parce que je vais être un peu violente. Allez-y. Dans mon discours. Allez-y. Parce que ce qui me choque un peu dans votre discours, c'est que vous êtes éducatrice. Vous étiez donc, entre guillemets, je ne sais pas comment ça s'appelle, le chef de ces puéricultrices. C'est-à-dire, dans les crèches... Je suis adjointe, hein. Oui, adjointe, d'accord, mais par rapport aux puéricultrices, vous avez une position plus haut. Dans la hiérarchie. Ah non, pas du tout. La puéricultrice, c'est la directrice de la crèche. Oui, enfin, dans la hiérarchie, il y a la directrice, après il y a vous et il y a les auxiliaires. Non, mais en crèche, la puéricultrice... Allez, on va pas faire un débat autour dans la hiérarchie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au niveau de l'équipe, vous êtes un tiers, si vous voulez, entre la directrice et les auxiliaires puéricultrices. Vous avez quand même, en tant qu'éducateur, de formation, oui, vous avez quand même, et vous avez attendu, parce que là j'ai eu l'impression que vous parliez de vous et de comment vous ressentiez les choses, comment vous allez dire les choses, comment par rapport à vos collègues, par rapport... Moi, vraiment, ce qui m'a choqué, c'est ce qui a fait que j'appelle, c'est que il y a des gens, des petits minots, des tout petits, oui, qui n'arrivent pas à parler, qui ne disent pas « Ah on m'a secoué ». Et vous avez attendu combien de temps ? Peu importe votre travail, je sais bien, on a tous... Attendez, moi je vais en ce moment, je vais avec 500 € avec une petite enfant, d'accord ? Mais comment avec des petits parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, ils peuvent pas aller mettre un petit mot sous la porte, parce que vous avez un diplôme d'éduc. Et alors finalement, que feriez-vous, vous, est-ce que si vous avez été confronté à des situations comme ça, puisque ça peut arriver dans votre pratique, Anna, mais ça m'est déjà arrivé. Bon. Bien sûr que ça m'est déjà arrivé. C'est simple, il y a des réunions, il me semble. Il y a des réunions en général, dans les crèches, oui, il y a des réunions. Il me semble qu'il y a des réunions de service. Alors après, ça se déroule différemment selon, mais il y a des réunions, des temps de parole, des temps de psychologue, des temps de... écoutez, moi, franchement, je suis partie de 3 services différents. Non, attendez, madame, oui, j'ai bien entendu. Non, je m'appelle Solange, appelez-moi Solange. Oui. Nous n'avons pas du tout de psychologue à la crèche. D'accord. Mes vous collègues... avez des réunions. Comment ? Vous avez des réunions, des supervisions. De supervision, non. On a des réunions. Toutes les crèches, on a des réunions uniquement. Toutes les crèches ne fonctionnent pas de la même façon, selon qu'elles sont parentales, municipales, départementales. Anna, où tout le monde, vous pouviez parler à tout le monde. Oui, mais je vous explique aussi, toutes les crèches, vous êtes bien placée pour le savoir si vous êtes éducatrice, ne fonctionnent pas de la même façon. D'accord. Voilà. Mais vous aviez, moi ma question est simple, c'est que vous n'étiez pas toute seule, isolée. Vous aviez des réunions pour pouvoir le dire devant tous. C'est-à-dire que tout le monde devient témoin. Oui, alors bon, maintenant, je suis pas là non plus pour prendre, on n'est pas au tribunal ce soir. Martine appelle pour avoir une aide. Alors on a bien compris votre indignation, votre colère. Alors, mon aide, elle vient tout de suite. Parce que Martine, vraiment, je comprends. Vraiment, je vous assure. Parce que c'est terrible ce qui vous arrive. C'est terrible. Alors aujourd'hui... c'est surtout ce qui arrive aux enfants, mais maintenant, il s'agit d'agir au mieux pour que ces comportements inadmissibles cessent. Martine, c'est simple. Alors je ne sais pas si c'est une crèche municipale ou une crèche privée. Conseil général, oui. Une crèche municipale. Bon, alors vous faites une première chose. Avec accusé de réception, toujours. Oui. C'est-à-dire que vous faites un courrier. Oui. Un courrier, et vous gardez bien sûr le brouillon pour vous. Oui, la photocopie.
Ah bah oui, carrément. Hein. Je fais le courrier à qui? Alors justement, c'est ce que je vous dis. Et toujours, tous les courriers que vous allez envoyer, ça va vous coûter un peu, 2 ou 3 euros à chaque fois, avec accusé de réception. Oui. Hein? Alors, vous faites en premier lieu à la directrice de la crèche. Oui. D'accord. Ouais. Second lieu, à la mairie. Oui. Deuxièmement. Troisièmement, ou carrément, parce que là, vous êtes en train de dénoncer quelque chose, au procureur, vous devancez les choses. D'accord. Au procureur de la République de votre région. Et tout ça avec accusé de réception, parce que ça, c'est indéniable, parce qu'il faut qu'il y ait des traces, bien sûr, de tout ce que vous avez pu écrire et tout ce que vous avez pu dire. Mais à mon avis, le procureur, non, moi je crois. Bon, pardonnez-moi, Anna, mais le procureur, vu ce que les faits relatés par Martine, ça sera, moi je ne suis pas dans le monde judiciaire, mais ça sera classé sans suite parce que il n'y a pas de preuves. Voilà. Il faut quand même être aussi un peu réaliste. Il faut que ça soit, écoutez, que ça remonte au niveau du Conseil général. Mais les procureurs, non, mais il faut quand même aussi rester dans un enfant qu'on force à manger qui va du coup vomir, un enfant qui va. Mais il y a pas, on n'est pas dans la maltraitance physique, on n'est pas dans les abus sexuels. Là, ça relève du procureur de la République. Mais là, dans ce qui est décrit, c'est pas du ressort du procureur de la République. Il faut quand même rester. Voyez, n'allons pas non plus trop vite en besogne. Écoutez, je pense. Je peux quand même juste relater que un enfant qui approchait juste des 3 ans, donc avant l'école, a quand même dit à sa mère le soir qu'elle avait été maltraitée. Et là, ça fait quand même un grand boom, parce que la maman a été voir la directrice le lendemain, parce que quand la petite est arrivée le lendemain, elle a vu cette collègue qui l'avait maltraitée la veille. Elle est arrivée en hurlant. Donc la directrice s'est posé des questions et a convoqué... la maman a été voir la directrice pour demander des explications. Et ensuite, cette collègue a été convoquée au bureau et la directrice lui a demandé exactement ce qui s'était passé. Elle a été dans le déni. Mais malheureusement, heureusement, moi j'étais dans cette pièce et la directrice le savait et elle m'a demandé exactement ce qui s'était passé. Donc je lui ai dit. Et cette directrice est à la retraite ? Elle est partie, justement. Oui, mais vous voyez ça, s'il y a une enquête qui est ouverte, cette directrice peut être contactée. Tout à fait. Dans le cadre de cette enquête. Et ce parent aussi. Mais bien sûr. Bien sûr. On va accueillir également, merci Anna de votre intervention, on va accueillir également Agnès qui est avec nous au 3921 et je l'en remercie. Bonsoir Agnès. Oui, bonsoir. Bonsoir. Agnès, vous êtes directrice de crèche, donc évidemment le témoignage de Martine vous parle très directement. Oui. Tout à fait. Alors, moi je suis directrice d'une crèche, mais pas d'une crèche municipale, mais d'une crèche associative. Oui. Et donc, nous, on accueille 30 enfants par jour et on est 10 salariés. Oui. Alors, moi, j'ai pris en cours votre intervention, Martine, mais moi je sais que on est les crèches, qu'elles soient municipales ou associatives, sont supervisées par la PMI, c'est-à-dire que par secteur, on a un médecin de PMI c'est le médecin de PMI qui donne l'agrément aux crèches, et c'est ce médecin de PMI qui de temps en temps vient visiter la crèche. Alors, les médecins de PMI ont de moins en moins de temps pour venir, mais par contre, vous pouvez prendre rendez-vous avec ce médecin et dire ce qui se passe. Et ce qui s'est passé depuis de longues années. Voilà, ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, dans un premier temps, je ferai pas de courrier parce que, si vous voulez, si ouvertement, il y a des choses qu'on sait ou qu'on ressent, mais si vous n'êtes pas soutenu par une collègue ou c'est compliqué, c'est un peu plus compliqué. Ce qui m'étonne, c'est que, nous, on n'est pas municipal, donc on n'a pas des grands locaux, mais justement, la collectivité permet
permet que les choses se voient, c'est-à-dire qu'on travaille les unes à côté des autres et ça se voit quand on a une attitude particulière. Tout à fait. Moi, je sais exactement comment fonctionnent mes collègues. Moi, je suis aussi éducatrice de jeunes enfants de formation et donc je suis directrice depuis. Alors, ce que je vous demande alors, oui. Après ce que vous me dites, pourquoi les directrices n'ont pas agi? Je sais pas. Après, elles doivent connaître leur personnel. Oui, mais si vous voulez, moi je connais pas votre contexte, je connais pas. Mais difficile de vous répondre. Hein. Oui, il y en a une qui était sur le point d'agir. Enfin, semble-t-il, qui a convoqué cette dame. Oui, malheureusement, ça n'a pas été plus loin, si vous voulez. Oui, la dame, oui. Je peux la recontacter, hein. Mais si vous voulez, normalement, moi je sais que si on avait un souci à la crèche, si par exemple j'avais un souci avec une collègue, bon, moi je m'y prendrais pas comme ça, je parlerais avec le président de l'association, on en discuterait, enfin voilà. Mais vraiment, si on veut faire quelque chose, moi j'appellerais le médecin de PMI en disant, écoutez, venez arriver comme un cheveu sur la soupe à n'importe quel moment. Mais en passant même par le médecin, Agnès, vous ne pensez pas, en passant, il y a un médecin de la crèche aussi. Oui, mais les médecins de crèche, si vous voulez, ils viennent faire les visites médicales, faire les vaccins. Ils sont pas là souvent. Non. C'est-à-dire que oui, mais ils peuvent être un premier interlocuteur. Ils peuvent intervenir. Ça dépend quel contact. Vous, Martine, comme éducatrice, vous avez avec ce médecin? Parce que si vous ne voulez pas passer par la directrice, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que le médecin dépend aussi de la directrice, donc il va en parler à la directrice, ça c'est certain. Voilà, si vous voulez. Moi, je suis directrice, mais j'ai aussi, puisque la hiérarchie dans les crèches, la plus diplômée, c'est la puéricultrice. Oui. Après, ce sont les éducatrices de jeunes enfants. Et après, ce sont les auxiliaires de puériculture. Donc, moi, c'est la puéricultrice de la crèche qui fait les visites médicales avec le médecin. Oui. C'est pas moi directement. Mais moi, je connais bien le médecin puisque je suis directrice et qu'on discute, etc. Bon. Alors, effectivement, si vous avez un bon contact avec ce médecin et si vous pouvez la rencontrer, vous pouvez lui en parler. Oui. Mais si vous ne pouvez pas, je pense que c'est le médecin de PMI du secteur. Et après, il y a le médecin de PMI. Nous, moi, j'habite en région toulousaine. Il y a le secteur de ma commune. Et puis après, il y a la grande chef de Toulouse, c'est-à-dire le médecin qui chapeaute tous les médecins de PMI. D'accord. Qui peuvent aussi être, vous pouvez aller les rencontrer. Enfin, de toute façon, quand il y a quelque chose de grave qui intervient dans les crèches auprès des enfants, puisque c'est quand même ça, il faut pas ne rien faire. Si vous constatez des choses, il faut pas ne rien faire. Il faut vraiment, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, ça peut aussi se retourner contre vous. Évidemment. Parce que effectivement, vous ne seriez pas intervenu. Je n'ai pas intervenu parce que je n'ai pas senti l'équipe derrière moi. Oui, mais si vous voulez, à partir du moment, ce qu'il faut vous dire, Martine, c'est qu'à partir du moment où la parole se libère aussi, oui. Où il y a un signalement, où il y a quelque chose qui commence à se dire autour de la violence, il peut y avoir certaines personnes qui vont suivre. Peut-être. Parce qu'il y a souvent l'omerta, malheureusement, autour de cela, et il faut parfois qu'il y ait une personne qui ose briser cette loi du silence pour que d'autres commencent à parler. Et je peux vous dire que derrière, après, il y a des parents qui vous suivraient. Le père qui a eu sa petite fille comme ça, il y en a d'autres qui prendraient le relais derrière. Et là où je vous rejoins, Agnès, c'est vrai que la PMI fait du très bon travail. Et ils sont particulièrement vigilants sur ces histoires de maltraitance. D'accord. Tout à fait. C'est-à-dire que ça m'étonnerait, si vous prenez rendez-vous avec le médecin de PMI, ça m'étonnerait qu'elle n'intervienne pas. Au moins, elle va poser des questions, elle va venir dans cette crèche, elle va visiter, elle va poser des questions, et puis je veux dire... Oui, elle peut dire qu'elle a eu finalement que ce sont des parents qui l'ont alertée. Oui, et puis... elle peut garder l'anonymat vous concernant. Ah, moi, voilà, elle peut dans un premier temps ne pas dire ne pas dire comment elle l'a su, mais ça m'étonnerait qu'elle ne vienne pas, qu'elle ne se déplace pas. En tout cas, il y a une chose que je ne voudrais pas, c'est qu'elle sache que c'est moi. Si vous voulez, la PMI, vous pouvez aussi demander par le médecin de PMI. Elle peut tout à fait, après tout, avoir été contactée par des parents. Tout à fait.
bien sûr. Mais vous savez aussi, si vous allez voir le médecin de PMI et si vous lui expliquez le contexte de votre travail, elle va aussi comprendre. C'est-à-dire que si vous en êtes là, c'est que c'est pas zen tous les jours. Donc forcément, elle va comprendre qu'il y a des choses qui se passent dans cette crèche. Et en général, les médecins de PMI n'aiment pas quand il y a des choses un petit peu, je dirais pas louches, mais enfin, de toute façon, tout ce qui concerne les enfants, dès qu'il y a quelque chose qui pose question, en général, il y a une suite. Les gens se déplacent. Enfin, on peut pas diriger une collectivité et fermer les yeux. Et je voudrais dire, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Agnès, très mesuré, parce que c'est vrai que je reçois des messages en disant c'est scandaleux, il faut dénoncer. Alors, je comprends votre émotion et votre indignation et votre colère dès qu'on touche effectivement aux enfants. Ça suscite beaucoup de colère, toutes ces émotions que je peux parfaitement comprendre, mais en même temps, c'est vrai que c'est pas toujours si simple quand on est comme ça immergé dans une structure avec des collègues qu'on côtoie comme ça tous les jours et une hiérarchie qui ne soutient pas toujours, parce qu'on ferme encore beaucoup les yeux sur ces problèmes de maltraitance, notamment quand la maltraitance n'est pas avérée, vraiment. Enfin, je veux dire, comment dire, elle est, bien sûr que si, elle est avérée, mais je veux dire, on n'est pas, vous voyez, c'est, elle est cachée. C'est dans le ressenti. Il n'y a pas des coups. Voilà, on est même des personnes qui travaillent dans ce domaine, tant que les coups elles sautent pas aux yeux, à vrai dire. On peut dire c'est parole contre parole. Et donc c'est très compliqué. Et puis finalement, on peut tomber dans quelque chose. On fait des courriers qui se retournent contre la personne et puis finalement la situation perdure. Donc attention, il vaut mieux procéder par ordre. Finalement, recueillir des témoignages, s'adresser à des personnes concernées. Et puis, il y a Frédéric d'ailleurs qui nous envoie un petit courriel pour dire j'ai été directeur général des services d'une grande ville. Il faudrait qu'elle aille faire un signalement à l'adjoint au maire chargé des affaires scolaires et de la petite enfance. Il ne faut pas faire autre chose. Après, c'est cette personne qui mènera cette enquête. On se perd là, dit Frédéric. Oui, mais la PMI est directement La PMI est très bien aussi. Je suis d'accord avec vous. Il y a les deux. Il y a les deux quand même. Moi, je suis d'accord avec vous. Écoutez, moi, je pense les deux pistes qui me paraissent quand même très intéressantes parce que la PMI, ils font un travail formidable. Ils travaillent en équipe. Le médecin de la PMI, il travaille avec tous les psys et eux sont à même de faire de rentrer dans la crèche en disant, ils peuvent comprendre que pour vous c'est compliqué parce que vous y travaillez. Ils peuvent avoir eu des signalements. Ils peuvent avoir eu des parents qui sont venus se plaindre ou du personnel après tout. Ils sont là pour entrer dans les crèches. Et puis effectivement, alors c'est vrai que le signalement à l'adjoint au maire chargé des affaires scolaires et de la petite enfance, là, Frédéric, oui, bien sûr, mais ça veut dire que là le signalement n'est pas anonyme. Parce que je doute qu'un adjoint au maire accepte un signalement anonyme. Oui. Non, écoutez, je vais suivre vos conseils. Je vais m'adresser au docteur de la PMI. Oui, moi je vous souhaite bonne chance, mais... oui, et c'est important pour vous de le faire et pour les enfants, parce que c'est vrai que c'est inacceptable que des comportements comme ça au quotidien durent. Surtout que ça ne va pas s'arrêter, je veux dire... Non. Cette dame va partir en retraite, mais bon... Elle va bientôt partir et je voudrais que ça se passe avant qu'elle parte. Bien sûr. Oui. Elle part dans combien de temps ? Écoutez, elle part l'année prochaine. Oui, 1 an c'est long, avec des comportements comme ça répétés tous les jours. Oui. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Bon, bonne chance à vous. Oui, et puis... bonne chance, Martine. Merci beaucoup, Agnès, de votre intervention. Entendu. Merci, au revoir. Au revoir. Et puis, merci beaucoup à vous aussi, Caroline. De rien, et puis prenez contact au plus vite. Vos conseils. Je vais contacter le médecin de PMI. Oui. Voilà. Faites-le vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, Martine. Bonne soirée. Géraud, Tonight
Tonight. Alors PMI, vous me demandez ce que ça veut dire, c'est la protection maternelle et infantile. Voilà, il y a des consultations avec des pédiatres, des psychologues, il y a des sages-femmes pour c'est des services vraiment très très bien faits qui viennent en aide parfois des jeunes femmes comme ça quand elles rentrent chez elles après un retour à de la maternité, elles suivent l'enfant avec beaucoup de consultations pluridisciplinaire. Le subversif qui dit viol, maltraitance physique, morale, familiale ou scolaire. On ignore encore beaucoup qu'il existe maintenant des brigades de police spécialisées. Alors malheureusement pas partout, mais c'est vrai qu'il y a la brigade des mineurs qui s'occupe de tous ces problèmes-là. Il y a Sylvia qui m'envoie un mail pour dire je travaille dans le monde judiciaire. Je peux vous dire que les mauvais traitements d'ordre moral sont répréhensibles par la loi. Un procureur peut être saisi par le médecin de PMI, par une lettre d'éducateur. Il n'y a pas de prescription dans le temps, d'autant plus que Martine dit avoir été témoin. Je suis saisie malheureusement toutes les semaines par des éducateurs, parfois même par les personnes de service, et je donne suite à leurs demandes. Oui, mais enfin, écoutez Sylvia, on voit bien que souvent il y a des faits de faits avérés de maltraitance physique, parfois d'abus sexuels qui sont classés sans suite faute de preuves alors je sais bien que la violence morale est répréhensible par la loi, mais là dans les faits que décrivait Martine, la lettre au procureur, mon avis, me paraissait un peu disproportionné dans un premier temps. Moi, je persiste, mais bon. Alors, Sylvia ajoute, il est possible de dénoncer tous ces actes en faisant le 119. Ce numéro n'est pas seulement pour les enfants maltraités physiquement ou sexuellement, mais aussi pour les sévices moraux. Et elle ajoute, plus de 5% des appels viennent du personnel des crèches, écoles et autres institutions. Sonia me dit, j'ai déjà connu en tant qu'avocat cette situation. La plainte au procureur de la République n'est en effet pas opportune. Le Conseil régional pourra le faire après enquête interne, après inspection. À mon sens, Martine devrait informer avant tout son autorité hiérarchique verbalement, et effectivement le médecin, mais il n'aura rien constaté, donc pas de signalement obligatoire. Dans un second temps, une lettre recommandée motivée en se référant à des épisodes précis et des personnes présentes. Parfois, la parole se libère une fois qu'une seule personne a ouvert la voie. Marion, elle m'écrit en disant « Ayant été alertée par le comportement d'une amie de ma fille en primaire, j'ai considéré que je ne pouvais pas garder le silence face à ce doute grave, d'autant plus que je suis médecin. J'ai pris l'initiative de rencontrer la psychologue scolaire pour en parler. L'enchaînement des événements a démontré que j'avais eu raison de ne pas garder le silence, car il s'agissait d'une petite fille violentée sexuellement par un adulte. Je n'ai pas été mise en cause et pas impliquée. Mais en revanche, le large sourire des parents à mon égard quelques mois plus tard a démontré qu'ils avaient vraisemblablement l'information sur l'informateur. L'avenir d'enfants est en cause et je crois qu'il faut trouver un moyen discret d'avertir les personnes ressources appropriées. À mon avis, le médecin est le mieux placé, pour recueillir les confidences de cette dame. On va complètement changer de sujet et accueillir Paul-Henri. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Caroline. Oui, alors bon, c'était un peu particulier parce que je suis éducateur aussi. Donc, c'est une soirée spéciale, spéciale éducateur. Simplement, c'est que personnellement, moi, par rapport à une situation comme ça, je me sens complètement un peu différent. Parce que, ça fait plus de 20 ans que j'y suis, éducateur, dans différentes... C'est vrai que le mot population, c'est un peu délicat de le dire comme ça, effectivement. Mais, moi, je pourrais pas rester anonyme. C'est-à-dire que dans ces cas-là, je dis, écoutez, je suis... en plus, moi, elle l'a vu. Moi, donc, alors c'est encore plus important. Donc, dans ces cas-là, moi, non. Dans ces cas-là, je vais percer l'abcès tout de suite. En disant, écoutez, non. C'est pas possible, c'est pas gérable. Peu importe après les conséquences, mais moi d'emblée, non, on peut pas, on n'a pas le droit. On est quand même éducateur, on a quand même des situations professionnelles, on a quand même une hiérarchie, on a quand même des gens qui nous entourent. Dans ces cas-là, tout de suite, non. Voilà. Et après, les gens prennent leurs responsabilités. Et puis, peu importe après les circonstances, comment ça, même sans preuve, c'est même pas une question. Disons, voilà, non.
Donc, mais moi, c'est là où je suis d'accord. C'est-à-dire que le problème de Martine, sa grande difficulté finalement, c'est que cela faisait des années. Et donc, à un moment d'ailleurs, elle a posé la question, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Et je dis, au fond, il n'est jamais trop tard, parce que même si cette personne n'exerce, elle part dans un an, c'est immense. Un an, en plus, le temps n'est pas le même pour un enfant. Donc un an, le temps d'un enfant placé, s'il reste, je sais pas, certains enfants, ils passent 8 heures par jour, 7 heures par jour à la crèche. C'est immense. Énorme, on sait bien que tout se construit avant 8 ans ou avant 7 ans. Oui. Donc les troubles moraux, même s'il n'y a pas d'acte physique, mais alors tout ce qui est joué, toute cette perversité qui peut être faite, elle peut être dramatique. Oui, donc à un moment donné, on est quand même éducatif. Enfin, on est dans l'éducatif, on n'est quand même pas dans un autre monde. Donc si là il y a des tabous, qu'il y a des non-dits ou n'importe, mais alors c'est plus logique. Oui. Et je pense que c'est ça. Si elle avait, elle avait réagi sur le coup, et là maintenant elle se demandait au fond, est-ce que ça en valait la peine ? Et bien sûr que ça en vaut encore la peine. Ça en vaut encore la peine. On ne peut pas laisser pérenniser des situations qui sont graves. On ne peut pas. On n'a pas le droit de le faire en tant qu'éducateur, pour moi. Pour les enfants qui sont là dans la crèche cette année et pour ceux de l'année prochaine. Oui. On a une responsabilité énorme. Donc il n'y a pas question d'anonymat ou quoi que ce soit. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les ressent. C'est tout. À un moment donné, on est obligé de se positionner. On ne peut pas laisser passer. En tout cas, mettre un terme à ces agissements. C'est quelque chose qui est plus gérable. Et c'est grave. Donc voilà. C'était pas merci en tout cas pour dire ça sur une autre hauteur, différemment par rapport à la réalité de travail. Parce que moi pareil, je travaillais avec des résidents qui sont autistes pour l'instant. J'ai fait donc différents travails ou quoi que ce soit. Je me serais jamais. C'est des choses. On fait attention, quoi. On sait que bien sûr que. On sait, et heureusement, heureusement que j'ai jamais vécu avec des éducateurs où c'était des passages à l'acte ou des trucs comme ça où il y avait des perversités, où il y avait des ceci, des cela, parce que parce que j'étais dans des institutions, des associations où effectivement on fait l'analyse de la pratique, où les collègues se connaissent, où effectivement c'est des choses qui heureusement, il y a un cadre. Peu importe. Mais ma position elle est telle quelle qu'il fallait dès le départ. Tant pis, mais c'est jamais trop tard. Voilà. Alors oui, effectivement, moi je téléphonais pas du tout pour ça. Donc oui, parce que moi je suis divorcé depuis pratiquement 8 ans. J'ai très souffert au divorce. J'ai eu du mal parce que j'ai perdu ma maison, mes filles, je vivais plus avec. Donc mon ex est parti quelqu'un que je connais, qui était du même village. Il y a eu un ensemble de choses qui a fait, c'était très douloureux. Puis j'ai du mal à me reconstruire. Je me suis reconstruit. Je suis tombé avec une femme qui est veuve, son mari est mort en accident du travail. Et puis j'ai rencontré un salon de célibataires il y a 2 ans. Et puis finalement, il y a eu un coup de foudre. Et puis finalement, en 2 ans, je me rends compte que j'ai l'impression qu'on a du mal à avancer. C'est-à-dire qu'elle est dans son monde et moi j'aimerais plus qu'elle rentre dans le mien. Et je me rends compte qu'en fait, c'est pas ça, quoi. C'est délicat parce que j'ai l'impression qu'elle connaît que des côtés que j'aime pas trop chez moi parce qu'en fait on se voit peu. Quand elle vient c'est chez moi, je fais qu'une fois chez elle ou 2 fois ou 2-3 fois devant sa porte, mais qu'une fois à l'intérieur. Et c'est toujours délicat. J'ai toujours l'impression, je sais pas que attendre. On s'est quitté X fois parce qu'il y a des moments où j'en ai eu un peu marre, quoi, parce que j'ai l'impression que ça avançait pas. Je me dis en fait moi peut-être aussi dans ma façon de fonctionner, elle sait aussi qu'elle a peut-être pas confiance. Donc c'est vrai que c'est une relation un peu où je sais pas oui, je suis un peu paumé, je suis un peu perdu parce que je sais pas qu'en penser, je ne sais pas. Alors mais à chaque fois, si c'est pas elle, c'est moi qui reprend relation, ce qui fait qu'en fait compte et à chaque fois ça casse aussi, quoi. Donc j'arrive pas à comprendre. Mais en même temps, vous n'arrivez pas à vous séparer non plus, donc... Ah non. Voilà, c'est ça. Si bien de sa part que de la mienne, il y a toujours le lien. Mais finalement, quel est le fond de vos disputes ? Vous dites, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas rentrer dans son cercle intime, c'est ça ? C'est plus qu'évident, oui. Déjà. Et pourquoi ? Vous lui avez posé la question ? Pourquoi
Alors soit c'est trop tôt, soit c'est parce qu'elle n'a encore pas confiance en moi, soit c'est parce qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Ça change un petit peu de discours régulièrement. Donc, c'est curieux quand même. Au bout de... J'arrive pas à trouver un fil conducteur qui me la fasse comprendre complètement pour l'instant. Alors des fois, je me dis mais c'est pas possible, quoi. C'est fou de moi. Elle joue avec moi. C'est un peu, en tout cas, c'est un peu blessant au bout de 2 ans de vous entendre dire qu'elle n'a pas confiance en vous. Oui, peut-être que je vais peut-être pas non plus montrer que les bons côtés, mais je lui dis mais que moi j'ai l'impression qu'avec elle, j'ai l'impression qu'elle me tire par le bas, qu'elle me tire pas par le haut. Que du fait qu'elle connaît, pourtant je l'avais invité une fois à un pique-nique, enfin au bord d'un lac avec mes collègues ou n'importe, moi j'étais prêt, en fait compte j'étais partant, et j'ai l'impression que, j'arrive pas à comprendre elle ce qu'elle recherche réellement. Vous lui avez posé la question ? Bien sûr, oui. Que vous répond-elle ? Eh bien ça change souvent, parce que en même temps elle se rend compte qu'elle tient à moi. En même temps, ça lui fait peut-être un peu peur. Et bon, je pense que des fois, je me demande même si elle a réellement fait le deuil de son mari. Elle me dit que oui, enfin son ex-mari, parce qu'elle est veuve. Donc, moi, j'ai pas la solution. Donc, c'est pour ça que j'appelle d'ailleurs, parce que je l'aurais, je serais pas là. Et je ne sais jamais, en fait, compte quoi penser. Je ne sais jamais. Je sais jamais. Je suis toujours dans l'incertitude. Voilà. Et vous, que voulez-vous finalement ? Moi, par contre, je me rends compte, je ne sais pas pourquoi, ce qu'elle a touché chez moi, ce qu'elle a touché en moi. C'est un peu impressionnant parce que je n'y croyais plus du tout. Pour moi, j'ai eu la femme de ma vie, j'étais marié pratiquement 20 ans, donc tout ça, donc je pensais que je n'y croyais plus. Je pensais pas retomber amoureux, je pensais pas que je tiendrais une personne, je pensais pas que oui, ça me fait même drôle. En même temps, ce qui était bien, en tous les cas, ce qui me concerne, c'est que ça m'a permis de faire le deuil de mon ex-femme. Bon, mais ça c'est une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Ça m'a permis de me retrouver moi intérieurement, puis me rendre compte que je suis encore capable d'aimer. Bon. Donc ça c'est déjà pas si mal que ça. Oui, mais ça c'est très bien. Ouais. Oui, donc elle vous a permis effectivement de tourner la page avec votre ex-femme. Tout à fait, oui. Bon, et elle vous maintient dans cet état comme ça de désir d'elle au fond parce qu'elle vous échappe, vous n'arrivez pas bien à cerner ce qu'elle veut. Ah, c'est tout à fait ça. Je n'arrive pas complètement à savoir si des fois elle revient, donc je ne sais plus ce qui est sincère ou pas sincère. Je me rends compte que si, parce que elle tient à vous visiblement. Il y a quelque chose en elle qui fait qu'elle revient, donc il y a quelque chose de fort, parce que je sais que c'est une personne sérieuse, c'est pas quelqu'un qui va voir ailleurs, c'est pas quelqu'un, c'est une personne qui est un peu plus âgée que moi. Moi j'ai 50 ans, elle a 56. Elle a eu 5 enfants, donc c'est quelqu'un qui était aussi instruite, je sais que je suis pas avec quelqu'un qui a une dimension un peu folle ou un peu passagère ou dans une situation un peu d'abord voilà, il y a quand même quelque chose un peu de consistant quand même dans cette relation, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que j'ai l'impression qu'elle fait pas le pas. Il y a un pas à faire qui ne se fait pas. Dans quel sens ? Que nos relations soient plus simples. Je n'ai jamais compris. Mais est-ce qu'elle vous plairait au fond si c'était plus simple ? Comment ? Est-ce qu'elle vous plairait autant si c'était plus simple ? Pour moi, je pense, oui. Oui, je pense que ce serait notre valeur. C'est-à-dire que, oui, moi, je pense qu'en fait, pour moi, je pense que il y a quelque chose qui me fait penser en elle que quelque chose vraiment à vivre de fort, quoi. Donc. Mais vous les vivez ? Oui, mais chacun de son côté. Oui, vous voudriez vivre avec elle ? Non, je pense pas. Ce serait difficile parce que du fait que il y a encore une fille d'un certain âge, enfin jeune, d'une quinzaine d'années, qui, elle a quand même des responsabilités familiales.
Bon, et puis moi, je me verrais surtout pas vivre dans la maison de son ex-mari qui est décédé. Donc, moi, je lui ai toujours dit, moi, ce serait peut-être un ailleurs, quoi, en fait, compte. Hein. Ce serait dans... Ça peut pas voilà, c'est ça qui est compliqué, parce qu'en fait, compte, elle a quand même, c'est vrai qu'elle a toujours vécu dans ce village depuis quand elle a commencé un site, donc elle connaît du monde, donc et je me reverrais pas moi vivre là-bas, je me verrais pas vivre chez elle, ça ce serait pas possible. Mais qu'est-ce que vous aimeriez au fond, qu'elle partageait plus Déjà, dans un premier temps, c'est évident qu'il y a des choses qui fait que ça ne peut pas se faire comme ça non plus. C'est une évidence par rapport à ses enfants, par rapport à sa vie à elle. Même s'il y avait déjà un peu plus de partage. Vous voyez à quel rythme, par exemple? Oh là là, ça peut être plusieurs fois dans la même semaine et ça peut être pendant 3 mois de plus voir. Ah oui, c'est compliqué. Oui, mais ça, c'est quand vous êtes dans une période de rupture. Il y a eu des périodes de rupture. Ah oui, mais quand vous restez 3 mois sans vous voir, c'est parce que vous êtes dans une période de rupture ou c'est parce qu'elle en a décidé ainsi? Oui, tout à fait. D'accord, c'est différent. C'est parce que... Mais sinon, vous ne restez jamais autant de temps sans vous voir. Ah oui, oui. Mais Bon, alors est-ce que vous mélangez pas un peu tout? Peut-être, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Oui, parce qu'il y a des périodes de rupture, mais parce que au fond, des périodes de rupture, parce qu'à un moment, cette relation ne vous convient pas, ou parce que vous demandez des choses qu'elle veut pas vous donner. Il y a un peu ça, oui. Quand c'est de ma part, oui. Mais ça a été plus souvent de sa part de mettre fin à cette relation, comme quoi je correspondais pas à ses attentes, que ceci, que cela, que n'importe. Donc, bon, je me suis retrouvé X fois dépourvu. Et c'est elle qui revient? Ça lui est arrivé, mais c'est plus souvent, ça a plutôt été souvent moi, personnellement. Moi, je pense quand même que s'il devait y avoir une autre rupture venant d'elle, ce serait important de la laisser elle revenir, mais de pas aller la rechercher. Qu'elle clarifie un peu. On en est un peu là. C'est que c'est vrai qu'on a discuté, on a pu remettre des choses à jour, où on se rend compte que on se laisse quand même une période où on a besoin, je pense, de réfléchir chacun de son côté, savoir ce qu'on veut. Alors, je reçois un message du subversif. J'ai l'impression de moi de savoir ce que je veux. Ben, je sais pas, peut-être parce que, je sais pas, c'est la fin de l'heure, j'ai un peu de mal à suivre. Il y a le subversif qui, lui, semble-t-il, suit mieux, qui dit elle craint de vous perdre et elle part pour ça. Alors, je sais pas ce qui lui fait dire ça, pourquoi elle craindrait de vous perdre. Elle a perdu son mari depuis 8 ans, hein, c'est ça? Non, depuis 4-5 ans. 4-5 ans, c'est ça. Oui, c'est vous qui êtes divorcé depuis 8 ans. 8 ans, voilà, c'est ça. 4-5 ans. En me disant que pour elle a décidé depuis un certain temps, au moins depuis 2 ans, de refaire sa vie. Comme si son deuil était fait. Donc je ne sais pas ce qu'il en est réellement. Oui, mais c'est peut-être, oui, il y a toujours, vous savez, comme vous dites, entre ce que l'on dit et ce que l'on ressent, peut-être qu'elle a ce désir-là, et certainement même qu'elle l'a. Sinon, elle ne serait pas dans cette histoire-là avec vous. Mais en même temps, c'est peut-être plus complexe que cela. Mais j'ai l'impression de ça, moi. Je me suis posé la question. Je me dis, en fait, compte. Donc finalement, peut-être que vous avez raison de revenir. Subversif a raison. Peut-être que vous avez raison de revenir. Parce qu'au fond, quand vous revenez vers elle accepte de reprendre la relation. Oui. Donc elle est un peu... je sais que, en fait, quand à chaque fois qu'il y a une rupture, on est malheureux tous les deux. Il n'y en a pas qu'un qui est malheureux, c'est malheureux tous les deux. Oui. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut peut-être lui donner un peu du temps, si encore. C'est-à-dire pas trop vouloir forcer les choses. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis demandé si je ne suis pas allé trop vite, moi. C'est ce qu'elle m'a dit aussi. Mais d'autant plus que, vous êtes vraiment tombé, vous avez découvert avec elle
à nouveau que vous aimiez, vous pouviez aimer et que ça vous a permis de tourner la page par rapport à votre ex-femme. Donc, oui, ça c'est par contre, c'était... donc forcément, vous êtes beaucoup accroché à elle. Ça a été quelque chose de très fort de pouvoir tourner cette page qui était très douloureuse. Oui. Et j'aurais pas même pu penser à une époque pouvoir la tourner. Oui. Donc ça c'est quelque chose effectivement qui... Oui, donc peut-être qu'il faut accepter, vous voyez, y aller un peu en douceur, parce que c'est quand même une histoire qui dure depuis 2 ans. Oui. Hein, c'est pas, ça a quand même un sens tout ça. Oui, et surtout après un veuvage. S'il n'y avait pas de réel, de partage commun. Oui. Ça n'aurait jamais duré ça. Oui, non. Je pense qu'il y a des peurs en fait. C'est ça quand elle dit au fond, je fais pas confiance. Et je pense qu'elle a peur de refaire confiance à nouveau à la vie de façon plus générale. Enfin, vous voyez, on peut de craindre au fond peut-être de s'attacher à nouveau. Il peut y avoir des peurs derrière tout ça. Oui, moi je pense, oui. Donc ça vaut la peine de donner un peu de temps et de prendre les choses avec un peu plus de recul, si vous le pouvez, puisque au fond cette femme compte pour vous. Je pense que ça vaut la peine. À l'heure actuelle, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'en même temps, on a toujours le choix, mais si vous l'aimez, je prenne du recul. Oui. Il faut essayer il y a quand même des choses qui m'échappent. Donc, parce que écoutez, alors, j'arrive pas à comprendre qu'elle ça monte des fois très haut et puis qu'elle redescende si bas. Mais peut-être parce que c'est un peu compliqué pour elle. Écoutez, parfois on peut pas tout comprendre. Cette femme compte pour vous. Donnez-vous le temps aussi d'investir cette histoire. Après tout, 2 ans, c'est pas énorme non plus. Hein. Non plus, tout à fait. Bon, merci en tout cas de votre appel, Paul-Henri. Au revoir. On se quitte avec Monsieur Eddie Mitchell, avoir 16 ans aujourd'hui. Très belle nuit, faites de jolis rêves. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, l'heure des informations.